Bonjour. Connaissez-vous Kaimou.sn? Kaimou.sn vous permet d'acheter et de vendre tout ce que vous voulez partout au Sénégal. Achat et vente en 3 clics, service de livraison, paiement en cash à la réception. Kaimou.sn, c'est les meilleurs articles au meilleur prix. Kaimou.sn, ce sont vos enseignes préférées à Dakar, accessibles en un clic. Avec Kaimou.sn, profitez des joies du shopping sur Internet ou devenez Kai millionnaire. Application disponible gratuitement sur Google Play Store et BlackBerry Apple World. De retour sur ce plateau avec dans le public les étudiants de l'ESTM, École supérieure de technologie et de management de Dakar. Une école qui forme des techniciens et des ingénieurs dans le domaine des TIC, du management des entreprises, et qui sont accompagnés de M. Diène, qui est le responsable, qui les accompagne ce soir. Voilà, applaudissez-vous. Musicien, compositeur, arrangeur et producteur sénégalais, cet ancien du groupe Obina Choc créé au Brésil nous revient avec un album intitulé Jam ak Salam, composé de 16 titres. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir l'artiste Jean-Pierre Senghor Émilie. Judoka française âgée de 25 ans, elle a choisi de venir compétir au Sénégal où elle a déjà décroché le titre de championne des moins de 57 kilos. Aujourd'hui, elle a mis en place une association nommée Adjimé dont le but est de permettre aux jeunes Sénégalais de pratiquer le judo dans les meilleures conditions. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir la championne Léa Bué. Bonsoir tout le monde, bonsoir Léa. Bonsoir. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes une championne sénégalaise maintenant parce que vous avez choisi de venir au Sénégal, de compétir au Sénégal. Avant de parler un peu de votre association, pourquoi vous avez fait ce choix de laisser la France qui est quand même, je pense, si ce n'est la première nation de judo, c'est au moins la deuxième nation de judo. Et vous étiez bien parti parce que vous étiez international cadette, je pense, vous étiez sélectionné et tout. C'est pas parce que vous n'avez pas le niveau que vous êtes venu, vous avez fait le choix de venir au Sénégal. C'est un choix de vie en fait avant tout. Et puis après, moi l'endroit où je vais choisir de vivre, le judo vient avec moi parce que ça fait partie de moi. Donc je voulais venir depuis longtemps au Sénégal. Avant le Sénégal, j'ai même pensé au Burkina Faso parce que mes parents ont travaillé au Burkina Faso sur un projet de développement agricole. Donc voilà, ils ont travaillé en fait pendant très longtemps, en 82, 83, 84 sur la Haute-Volta à l'époque. Voilà, sur le développement agricole. Ils m'ont appris ce que pouvait être une autre vision que la société française qui est devenue très individualiste. Donc j'ai vécu déjà dans un monde à part, même en France, quoi. Donc j'ai été élevée en pleine campagne où on partageait tout, où même le prix du baril de pétrole pouvait augmenter et ma vie ne changeait pas. Donc même en France, j'étais déjà étrangère. Donc quelque part, venir au Sénégal et demander à devenir sénégalaise, pour moi, c'est déjà plus réaliste que de vivre avec ce que je suis en France aujourd'hui. Donc j'avais vu aussi dans un reportage dans l'émission de Sensei que vous avez demandé à être naturalisé et que depuis que, je sais pas, ça fait un an ou 2 ans... Ça fait 3 ans que je suis au pays, ça fait 2 ans... Que vous avez demandé à être naturalisé. J'ai demandé une naturalisation par le biais du sport, en fait. Et le problème, c'est qu'il y a eu 3 fédérations en 3 ans. Il y a eu 3 ministres des Sports en 3 ans, il y a eu 3 conseillers du président en 3 ans. Et vous savez tout autant que moi les difficultés de faire passer un dossier d'une porte à une autre. Voilà, j'aurais pu comme beaucoup me marier à un homme, c'est souvent ce qu'on me demande. Moi j'ai envie de me marier à un pays et je ferai le choix de l'homme après. Voilà. Ouais, c'est une bonne approche. Ça m'arrive même dans les Quoi qu'il y a plein de candidats peut-être qui seraient prêts à vous naturaliser.
Inch'Allah, mais le but c'est de se faire naturaliser pour ce qu'on est, pour ce qu'on veut, et pas de se transformer pour faire plaisir aux gens. Parce qu'on le voit dans tous les pays, en particulier la France, dès qu'il y a ce qu'ils ont appelé l'immigration choisie, dès qu'il y a des gens qui ont du talent, qui viennent, surtout les sportifs, on les naturalise vite fait. Et pourquoi nous on ne fait pas cette politique quand on a une championne qui peut tirer les choses vers le haut, et pourquoi ça dure? Moi, je crois aux hommes. Je ne suis pas dans la politique. Maintenant, demain, aujourd'hui, j'ai besoin des politiques pour pouvoir avoir ma naturalisation. Si demain, ça ne se fait pas, je resterai sénégalaise en moi et je resterai au pays dans tous les cas parce que j'ai choisi de vivre ici. Maintenant, je ne vais pas critiquer une politique étatique parce que ce n'est pas mon histoire, en fait. C'est à eux de prendre les décisions qu'ils ont envie de prendre. Mais quand on voit qu'une athlète sénégalaise comme Hortense Diédhiou, qui a porté le drapeau du Sénégal en 2008 aux Jeux Olympiques de Londres, et qu'elle est capable d'arriver sans un kimono qui lui soit donné aux normes, on se pose des questions sur la politique sportive. Quand on voit régulièrement des gens qui peuvent pas partir aux compétitions alors qu'ils s'entraînent pendant des années et des années, on se demande s'il y a une politique sportive. Ça, c'est pas nouveau. Il y a une politique artistique. On a eu à recevoir beaucoup de champions ici, des champions de karaté, qui est vraiment la discipline qui nous a amené le plus de satisfaction. Je pense des arts martiaux en général. On a un champion du monde de karaté, on a des champions du monde, on a des champions de taekwondo, on a des champions juniors et seniors. Et malheureusement, c'est des disciplines dans lesquelles on ne met pas beaucoup d'argent. Le football, on met beaucoup d'argent à chaque fois. C'est la débâcle, on l'a vu récemment. Mais parfois, les sports qui nous amènent beaucoup de satisfaction, malheureusement, on n'y met pas les moyens. Je ne pense pas que c'est une question d'argent. Je pense pas que c'est une question d'argent. Moi, j'ai eu mon premier kimono français. J'avais pas de quoi payer mon billet de train. Je me suis cachée dans les toilettes du TGV pour arriver à Rennes pour montrer mon kimono à ma mère. J'avais pas d'argent. Moi, j'ai travaillé, j'avais 14 ans pour porter les couleurs de la France et je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Je le faisais parce que j'étais fière de ce que je faisais et de mon pays à ce moment-là et de la politique qu'ils appuyaient. Mais quand même, c'est pas pareil. La France a une politique de sport. C'est pour ça que dans certains domaines, dans le karaté et dans le judo, ils sont parmi les meilleures nations au monde parce qu'il y a cette politique. Mais parce qu'il y a des gens qui aiment ce qu'ils font. Parce qu'ils sont là pas aussi, pour... on a des budokas qui aiment ce qu'ils font. Mais je ne parle pas des athlètes. Je parle pas des athlètes. La grosse difficulté, c'est... la grosse difficulté, c'est que parfois, il y a des gens qui sont à des têtes et qui ne sont pas à leur place. Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous l'avez dit tout à l'heure, des fois il y a des politiques qui ne sont même pas conscients de ce qui se passe au sein même de la société sénégalaise. Donc comment est-ce que moi je peux pouvoir faire comprendre à quelqu'un que je veux représenter un pays, on va me dire t'es blanche. Bah ouais, mais regarde l'équipe de France, quelle couleur de peau elle a, on est métissé. Moi je suis métisse de culture. Je suis née métisse de culture. Voilà, ma couleur de peau est blanche, je la changerai pas et je suis même très blanche parce que je prends pas beaucoup le soleil, parce qu'il y a d'autres choses qui me plaisent que prendre le soleil au Sénégal. Mais ça c'est des choix de vie. Je ne vais pas venir juger des gens. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais en tout cas, je crois en ces athlètes. Si je fais ça aussi, c'est aussi pour montrer que c'est possible. C'est possible de monter une équipe sans argent. C'est possible de monter un dojo juste par conviction. Parce que je me lève le matin et parce que j'y crois. Parce que je travaille pour ça matin, midi et soir, du lundi au dimanche, sans même me poser la question. Comme vous allez peut-être faire votre religion. Voilà, moi, c'est quelque chose qui est en moi. Parce que quand on vient me voir et qu'on me dit « oui, on ne peut pas vous emmener en compétition », expliquez-moi pourquoi vous êtes capable de rouler en 4x4, que vous êtes capable de vous payer des restaurants à 30 000 et que vous n'êtes même pas capable de donner tes mères à quelqu'un qui vient s'entraîner au nom du Sénégal. Voilà, c'est tout. C'est vrai, c'est un peu peut-être grâce à toutes ces convictions que vous avez pensé à faire une association qui veut aider dans le judo, surtout dans le mini-judo. C'est quoi exactement, Adjimé? Le judo, c'est une excuse. On va dire, c'est un tremplin pour pouvoir discuter. C'est un peu comme un arbre à palabres, quoi. C'est un moment d'échange avec des jeunes pour leur montrer qu'il y a des grands qui sont autour d'eux, qui les écoutent, qui les encadrent, qui les encouragent à faire ce qu'ils font, qui leur montrent aussi des règles de vie. Se lever tôt, bien manger, leur apprendre à bien manger malgré les difficultés qu'on peut se trouver dans les villages pour pouvoir manger correctement quand on est sportif. C'est très compliqué ici parce que du riz et du poisson c'est très bon, mais matin, midi, soir quand tu es sportif c'est compliqué pour pouvoir évoluer. Donc voilà, on leur apprend comment pouvoir, avec les moyens qu'ils ont eux, d'améliorer déjà leur cadre de vie et leur entourage. On leur montre comment eux, en tant que personnes, peuvent changer les choses au sein de leur propre village. Moi, je le vois, ils m'ont donné les larmes aux yeux. C'est pas pour vous faire plaisir. C'est assez rare d'ailleurs qu'on me donne les larmes aux yeux. Mais je suis montée à Ndioum Ndioum, c'est à 500 km, c'est dans le Fouta.
Voilà, donc on est monté à Ndioum. Mon frère venait d'atterrir au Sénégal et on a fait 12 heures de cette place. Je voulais qu'ils comprennent ce que pouvait être le pays dans ses réalités. Et on est arrivé là-bas, il y avait 2 Sénégalais qui ont commencé le judo il y a 2 ans. On leur a donné vraiment, quand je vous dis le minimum, c'est le minimum. Aujourd'hui, ils ont 70 enfants. Ces enfants sont tous scolarisés. Ils suivent le suivi scolaire. Si un enfant n'a pas de bonne note à l'école, il ne part pas au judo. Si un enfant au judo n'est pas à l'écoute, va devoir faire d'autres choses, nettoyer la salle le lendemain. Voilà. Mais on leur apprend à avoir des responsabilités très jeunes. Et c'est magique. Enfin, ils ont le sourire, ils ont envie, et puis ils y vont d'eux-mêmes. Donc c'est ça qu'on a envie de faire en fait. Ça me fait du judo, du sport. Non, c'est horrible, mais je ne fais pas de sport. J'ai fait du sport, j'en fais rien, je ne fais pas de sport. Je dis toujours que je vais en faire, mais je n'en fais pas. On travaille trop. Oui, je travaille trop. Je travaille 7 jours sur 7 parce que j'aime ce que je fais. Moi, elle me donne juste 2 heures par semaine. Hein, elle travaille trop par ailleurs. C'est ça, en fait, les heures qu'il me prend, je dois les payer après. C'est pour ça, c'est de sa faute en fait, c'est vrai que je ne fais pas de sport. Alors, est-ce que vous avez, quand vous arrivez ici, est-ce que vous écoutez autant que vous faites? C'est-à-dire, est-ce que vous posez des questions aussi par rapport à ce qui se passe déjà? Parce que je sais que vous avez l'air très passionné et vous venez avec ce avec quoi vous venez. Est-ce qu'il y a une écoute aussi pour savoir ce qui vient et ce qui est... Je vois ce que vous voulez dire, mais moi je suis éducatrice de formation en fait. Éducatrice, j'ai travaillé dans le 19e à Paris et j'utilisais le sport comme élément pour réinsérer des enfants, pour leur éviter la prison ou leur éviter d'être éloignés de leur famille, les réinsérer à travers le sport. Donc je suis venue au Sénégal avant tout pour ce projet. Ça fait 3 ans que je suis ici, j'en ai jamais parlé à personne à part 3 ou 4 personnes qui sont au courant. Hortense Diédiou était même au courant avant même que je mette un pied au Sénégal de ce qu'était mon projet profond. Il m'a fallu 2 ans d'écriture, d'écoute, de voyage. Je pars régulièrement dans les villages. Par exemple, là, je suis partie à Saint-Louis, à Ndioum, je ne vais jamais dormir à l'hôtel. Je dors dans les familles sénégalaises. Je vais prendre la taïa avec le gardien je vais manger le tiep à midi avec les gens de l'école, de la mairie. J'ai pas ces problèmes-là en fait. Et j'essaye de faire de mon mieux pour pouvoir les écouter, mais effectivement, c'est le plus important même, c'est l'écoute. Oui, parce qu'en fait, un de nos soucis, quelque part, c'est que l'extérieur vient vers ici et dit « je pense que vous devriez faire ça, ça et ça ». Et en fait, c'est pas de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce que vous voulez faire. Comme je suis dans une démarche où je peux vous apporter quelque chose, qu'est-ce que je peux vous apporter en fait, et pas je viens vous apporter ça, ça et ça. Et c'est juste ça. C'est pour savoir si la démarche elle a été celle-ci, c'est-à-dire d'être dans une logique où je veux aider et je veux savoir ce dont vous avez besoin, et pas je viens avec ce que je pense. Je ne critique pas du tout ce que vous faites. Hein. C'est juste pour être sûr que la démarche c'est celle-là, parce qu'en fait, à partir du moment, le jour où les démarches de toutes les personnes qui veulent aider l'Afrique ou qui veulent aider les Africains, enfin moi j'aimerais bien que ce soit... moi je veux pas aider l'Afrique. Hein. Oui, je suis pas à dire je vais aider l'Afrique. Voilà, c'est ça, cette démarche-là. Je connais le Sénégal, je connais pas l'Afrique. Ou le Sénégal. Voilà, il faut pas non plus mettre les gens tous dans le même panier quand on arrive ici et de croire que quand on est blanc et qu'on fait quelque chose, c'est tout de suite... Elle se croit supérieure. Moi, je crois pas supérieure. Je suis justement anti-ONG parce que 75% des fonds des ONG, c'est pour se nourrir eux-mêmes que pour nourrir les autres. Exactement. C'est ça. Aujourd'hui, moi, j'ai pas honte de poser sur la table et que j'ai vécu avec 200 000 francs CFA, 150 000 francs CFA. Quand vous êtes étrangère, même si pour ici, par rapport au salaire moyen, ça va paraître énorme. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui seraient restés là aussi longtemps que ça en ayant eu ce salaire, malheureusement, parce que voilà, c'est compliqué. Moi, j'ai eu la chance d'être aidée par une association sénégalaise qui s'appelle Urbamonde Sénégal, qui m'a logée pendant 1 an. Quand ils voyaient que le frigo était plein, ils me faisaient payer le loyer. Quand ils voyaient que le frigo était vide, je payais pas de loyer. Voilà. Je me sens pas étrangère, sinon je demanderais pas cette nationalité. Et je combats comme vous, justement, les gens qui pensent vouloir apporter quelque chose en disant on va aider l'Afrique. Moi, avant de faire ça, je m'aide moi-même aussi, parce que j'aime ce que je fais. Je suis pas là pour dire j'ai pas la solution. J'ai envie d'amener les gens à réfléchir, mais pas à leur donner pas à leur dire faites ça, c'est comme ça, c'est bien. Demain, si mon jeune il me dit moi je veux faire du rugby, je vais l'accompagner pour aller faire du rugby. Si demain il me dit qu'il veut être ingénieur, je vais l'accompagner pour être ingénieur. Ce qui compte, c'est de révéler quelqu'un.
Voilà, c'est de l'amener déjà à échanger. Déjà, c'est difficile, vous connaissez, c'est difficile des fois d'échanger parce qu'il y a le droit d'aînesse, parce qu'il y a plein de réalités locales où on ne peut pas forcément se permettre à un ancien, même si on sait qu'il a tort, de lui dire qu'il a tort. On va l'écouter, on va le dire. Nous, on essaye justement d'essayer de couper ces barrières. Même, on avait une difficulté avec nos jeunes Andium, c'est qu'ils sont de différentes classes sociales. Et au début, il posait problème aux parents de savoir, est-ce que cet enfant, je peux le mettre avec mon enfant parce qu'il n'est pas de la même classe sociale. Donc justement, on essaye d'apporter à ce que la classe sociale, il n'y en ait pas sur un tapis, c'est un kimono, c'est un tapis, et d'amener même les parents à s'intéresser à ce que font leurs enfants. Parce que c'est souvent très compliqué, souvent l'enfant il va faire ce qu'il a envie de faire, mais le parent est souvent détaché par rapport à ça. Le but, nous, c'est d'amener justement le parent à réfléchir qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui vous intéresse, et il y a plus de temps de parole même que d'action réelle. Ousmane. Merci. En fait, d'habitude, concernant les sportifs, on a l'habitude de voir des gens, des talents d'Afrique prendre d'autres nationalités. Parce qu'ils se disent que là-bas, les conditions sont réunies. Il est beaucoup plus facile de briller là-bas qu'ici. Et donc, comme le débat qu'il y a eu à l'époque en France sur l'identité nationale et tout ça, les gens disaient que la nationalité, c'est pas que le papier, c'est des valeurs aussi qu'il faut épouser. Est-ce que le palier, déjà vous vous sentez étranger dans votre propre société, mais est-ce que vous êtes prête à changer de paradigme? Parce que être sénégalaise aussi, c'est pas que la représentation de la carte d'identité, c'est d'autres valeurs aussi. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans la société, dans ces valeurs culturelles, sociales, pratiques et tout ça. Vous êtes prête? Sincèrement, ouais, je suis prête. Mais je vous inviterai au prochain Yendou qu'on fera. Et comme ça, vous verrez, je ferai un petit Aboulienne. Il n'y a pas de souci. Là, vous me demandez que vous êtes prête. On demandera aux filles si c'est possible d'avoir un homme. Donc, je suis la seule blanche dans le Yendou et on demandera si c'est possible d'avoir un homme exceptionnellement. Comme ça, vous pourrez voir les conditions sont réunies. Ok, super. Mais en tout cas, vous savez préparer un bon Aboulienne. Ah, j'essaye. C'est une invitation déguisée qui demande. On l'a compris. On l'a compris, hein. Juste si elle sait préparer un bon Aboulienne. Ça dépend qui m'invite. Ça dépend qui vous invitez. Ouais, moi il faut que je... Mais j'ai déjà mon invité ici en fait. C'est vous qui invitez pour faire le Aboulienne, ça dépend qui vous invitez. Si vous invitez Kémy par exemple. À l'époque, il y avait un débat de fond dans l'équipe nationale de Portugal. Il y avait Deco et Figo qui reprochaient à Deco d'être brésilien et de choisir la nationalité portugaise. Combien même Deco avait des origines brésiliennes et portugaises. Après, il nous disait que nous, quand on perd, par exemple, ce qu'on sent en tant que patriote, vous ne le sentez pas. Et ça avait fait une tolle extraordinaire. Est-ce que c'est pas mieux je veux surtout pas que les footballeurs se sentent attaqués. Est-ce que c'est mieux de se faire représenter par quelqu'un qui évolue à l'extérieur du pays, qui représente votre pays? Non, vous n'avez pas compris ce que je dis. C'est une question que moi je pose en tant que personne. Je me pose la question. Est-ce que c'est plus logique de voir des gens qui s'entraînent à l'étranger? Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème du Sénégal, pourquoi l'élite n'a pas continué, c'est parce que l'élite a été obligée de sortir à l'étranger. L'élite, c'est la vitrine d'une fédération. Demain, dans n'importe quel sport, on enlève l'élite d'une fédération, on va enlever l'éducation, on va enlever la formation, et on va enlever tout l'avenir qu'il y a derrière. Le problème du Sénégal, c'est qu'ils sont reposés pendant 20 ans sur de très bons résultats. Vous étiez la meilleure nation au judo, il y a de ça 20 ans, 30 ans, vous étiez la meilleure nation ici. Vous voyez, au basket aussi, pourquoi vous arrivez aujourd'hui, pourquoi la lutte, c'est le sport le plus représenté? Parce que la lutte se fait que au Sénégal. Parce que l'élite est au Sénégal. Et parce que c'est pas compliqué pour un jeune de se sentir représenté, parce que dans son quartier, il y a un lutteur. Voilà, aujourd'hui, c'est le seul sport qui peut faire ça. Parce que demain, un footballeur ne peut pas s'entraîner au Sénégal pour pouvoir représenter son pays dignement plus tard et pour pouvoir évoluer et grandir. Donc c'est pour ça qu'il va à l'extérieur. C'est pour ça que Hortense Diédhiou n'a pas eu le choix d'aller à l'extérieur ou d'aller à l'étranger. Aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, pourquoi je suis là, mon but, si demain j'arrive pas à représenter le Sénégal, c'est de pouvoir donner les moyens aux athlètes de rester ici, de s'entraîner ici. Même si c'est qu'un quart du temps, ce sera au moins un quart du temps qui sera là pour partager avec les autres. Parce que les générations futures ont besoin des anciens. C'est comme dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai eu besoin de mon père et de ma mère. Voilà, mes enfants auront besoin de moi. Je pense qu'en tant que jeune, là, il y a un Manik qui arrive, qui a été et son frère, c'est deux jeunes Sénégalais qui sont extrêmement forts. Ils ont besoin d'anciens pour pouvoir évoluer. Parce qu'aujourd'hui, ils vont rester bloqués au niveau et ils vont jamais pouvoir évoluer au niveau africain, au niveau mondial. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont être obligés, dans 6 mois, 1 an, s'ils veulent réellement devenir de champions mondiaux, ils vont devoir quitter le pays. Je ne veux pas les critiquer, c'est normal. Maintenant, c'est à l'État
De créer les conditions. De créer les conditions. C'est aussi aux athlètes de montrer l'exemple. Kabir Pen, basketteur, montre l'exemple en montant un centre de basket à Thiès. Il y a énormément de footballeurs qui font des choses ici. Il y a énormément. C'est à nous maintenant, en tant que sportifs, je pense, de montrer pour les sportifs nos difficultés. Bonjour Léa. Bonjour. Je t'écoute patiemment, je t'ai écouté, j'ai entendu ces échanges. Je salue ton frère par la même occasion qui le regarde certainement et qui, tout comme toi, est un amoureux de l'Afrique et un amoureux des valeurs saines. Je t'écoute, j'ai une profonde joie et en même temps une tristesse qui est au moins aussi grande. Pas par rapport à toi. Ton discours est le discours que j'aurais voulu que toute la jeunesse africaine de la diaspora puisse tenir. Et cette jeunesse africaine diasporique est la volonté de se lever et de contribuer, quels que soient les moyens qu'ils ont, à tout faire pour développer le continent africain, leur patrie d'origine ou le continent africain dans sa globalité. Ce que tu fais, celui qui n'est pas d'accord avec cette démarche-là, est quelqu'un que tu sois blanche, violette, rose ou autre, c'est quelqu'un de profondément malhonnête. On me taxe parfois de radical, d'extrémisme, mais je le dis clairement, je suis humainement et profondément touché par la démarche qui est la tienne. Mais à travers ta présence, ta volonté de venir aider ici, et j'espère que tu iras le plus loin dans la démarche qui est la tienne, et je précise aussi que pourquoi on se sent touché, c'est parce qu'on ne sent pas le paternalisme de bon nombre, il faut le dire, je dis pas, le terme n'est pas blanc ou autre, hein, mais d'humanistes occidentaux qui viennent et qui, toujours, lorsqu'ils donnent cette sensation de vouloir aider, ont toujours aussi cette volonté de diriger. Toi, on sent que tu veux participer. Participer et diriger sont deux notions complètement différentes. J'aurais entendu une notion de vouloir diriger ici, j'aurais été, je pense, en opposition claire, nette, et j'aurais pas eu de problème à le dire. Maintenant, lorsqu'on entend ta réflexion, on se pose aussi la question, quand tu dis que tu veux, parce qu'on ne va pas revenir sur le social, sinon on te jetterait des fleurs, on te félicite et on t'encourage dans cette démarche-là. Voilà, mais j'arrive. Tu sais, je fais pause, tout ça, puis après... Non, il a peur des... J'ai peur de personne, si des ça... comptes. Mais voilà. Il a peur des comptes. Donc on parle en français, pas en Wolof. On parle en français, mais justement pour la simple unique raison que j'aimerais que les autres Africains qui ne parlent pas forcément Wolof puissent comprendre notre échange. Non, mais moi je parle toujours aux Africains. Que j'aimerais que tous les Africains de la diaspora qui nous regardent prennent cet échange qu'on a comme un sujet de réflexion et d'enseignement réel sur leur degré de participation ou de non-participation au développement des choses ici. La seule question que j'aimerais te poser, au-delà de l'affaire de la sphère sociale, dans laquelle tu t'impliques de manière claire, nette et précise, est-ce que tu penses que ce serait rendre service de chercher à représenter, par exemple, l'équipe nationale sénégalaise, je vais arriver à la fin de ma question, dans la discipline qui est la tienne, en l'occurrence le judo, plutôt que de faire ce que tu fais sur le terrain social, qui est quelque chose d'extraordinaire, et de contribuer peut-être derrière la scène à pousser à la perfection le milieu du judo sénégalais à avancer. Je dis ça pourquoi ? On connaît malheureusement le complexe qu'ont bon nombre des Africains, des nôtres. C'est malheureux à dire, mais c'est une constatation. Dès que c'est quelqu'un de l'extérieur, entre guillemets de l'extérieur, ou du moins quelqu'un qui n'est pas noir. Si un blanc fait ce discours, excuse-moi, si un blanc fait ce discours que je veux terminer, s'il te plaît, Léa. Je me permets, tu le sais comme moi, ce serait perçu. Il n'y a pas de problème, Léa, il n'y a aucun souci. En plus, tu sais que moi, j'ai aucun problème avec les étiquettes. Justement. On pourrait me taxer de raciste, d'extrémiste, ça ne changerait rien au fond de ce que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est que j'ai peur, au-delà de toi, la démarche qui est la tienne, et je pense qu'on en parle avant, on en parlera après aussi, c'est quelque chose sur lequel je ne peux que me sentir touché et je ferai tout ce qui est mon possible à titre personnel, avec les petits moyens qui sont les miens, pour faire en sorte que quelqu'un d'aussi profond que toi, dans la démarche qui est la tienne, puisse apporter le plus possible aux gens ici. Mais je pose une question qui est sujet juste à réflexion et qui n'est pas sujet à critique. On entend bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que juste qu'on soit dans l'échange, est-ce que les nôtres n'ont pas besoin quelque part de se responsabiliser et que des gens de l'extérieur les poussent à cette responsabilisation-là? Imaginons, dans ce milieu sénégalais, au prochain, je ne sais pas, Jeux Olympiques ou autre, on arrive, et c'est Léa qui gagne le trophée, qui va ramener la médaille d'or pour le... Je gagne, c'est que je gagne grâce au Sénégal.
Mais bien sûr, nous sommes... C'est parce qu'en France, j'ai pas réussi non plus à gagner les championnats du monde ou les championnats d'Europe. Donc il faut aussi remettre la chose dans l'autre. C'est que moi, le Sénégal m'a donné envie de combattre à nouveau. J'avais lâché le combat, j'avais lâché le kimono pendant 2 ans, presque 3 ans. Donc si demain je gagne pour le Sénégal, c'est le Sénégal qui gagne, c'est pas moi. Enfin, je comprends ce que tu dis. Et après, c'est... Mais je suis pas sûr que tu t'adaptes. Parce que... C'est-à-dire que je comprends parfaitement ce que tu dis, mais je suis pas sûr que tu aies compris ta question. Mon inquiétude. Au-delà de la question, mon inquiétude sur la psychologie des... Je te le dis, dans la rue, les premières choses qui m'ont choqué lorsque je suis venu en Afrique, que ce soit au Bénin quand j'étais un peu plus jeune et au Sénégal aussi ici, dès qu'on voit dans certains endroits le entre guillemets blanc, je n'ai pas blanc, je ne suis pas noir, les nuances sont beaucoup plus complexes que cela, d'accord, mais le blanc fait l'objet d'une certaine fascination chez beaucoup des nôtres encore aujourd'hui. Et je dis toujours que dès qu'on voit un blanc, et c'est l'histoire qui nous rappelle ça, un blanc gentil, je ne te mets pas dans cette catégorie du blanc gentil parce que il y a plein de choses sur lesquelles tu ne l'es pas. Si quelqu'un est gentil, c'est en général que je l'aime pas. Voilà, en plus. Donc c'est pour ça que je précise que je ne te mets pas dans cette catégorie-là. Mais je sais que tu es assez fine pour comprendre ce que je suis en train de dire. Les nôtres sont rapidement subjugués, les nôtres sont rapidement attirés, et souvent on a tendance à remettre vers cette personne, je l'ai vu en direct, tous nos espoirs plutôt que nous-mêmes nous responsabiliser. Et la question que je me pose, dans ce devant de la scène-là, dans lequel tu vas être, s'il plaît à Dieu, est-ce qu'il ne serait pas mieux que tu fasses partie des personnes qui, dans l'ombre, font tout pour pousser à la perfection cette fédération sénégalaise de judo, plutôt que de donner ton talent au service d'un pays qui en a besoin, certainement, mais qui, dans le paradigme historique, ne nous servirait peut-être pas forcément. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai compris ce que tu voulais dire. À répondre à ça, rapidement... Tu peut-être beaucoup, mais contradicteur. Non, sincèrement, j'ai très bien compris. Non, c'est parce que tout à l'heure, elle avait donné peut-être une esquisse de réponse. Tu sais, elle demande si... Est-ce qu'il est plus valorisant d'avoir un représentant qui va se former en France, qui est formé par la France, qui doit tout à la France, et qui revient et qui prend une médaille au nom du Sénégal alors qu'il est formé en France, par rapport à une Française qui vient ici, qui travaille ici, qui s'entraîne ici et qui gagne au nom du Sénégal? Est-ce que là tu ne penses pas que c'est plus valorisant pour le Sénégal? Mais c'est là où on en vient. Est-ce que c'est pas plus valorisant pour le Sénégal d'avoir une championne qui s'est entraînée ici et qui a gagné à partir de ça bouleverse la logique. Et en plus là, les gens pourront savoir qu'il est possible de venir et s'entraîner ici et de gagner. Juste si je peux rebondir. C'est magnifique. Ben oui, tu as des bons avocats. Tu vois, Léa, tu vois, par A plus B, ils viennent de justifier quand on parle de la fascination, ils t'ont défendu plus que tu t'es défendu toi-même. Mais non, plus sérieusement. Non, mais plus sérieusement. Plus sérieusement. Juste plus sérieusement. Parce qu'on est dans un échange de fond et c'est quelqu'un de valeur. Voilà. Donc juste que j'aimerais, voilà. Ça veut dire que maintenant, pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ça je laisse à Dieu. C'est pas à moi de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Je suis pas là pour juger. Je me pose pas plus de questions que les gens m'en posent en fait. Je crois que le jour où je me suis posé des questions, c'est quand je me suis dit, purée, ça donne mais autant de questions à quelqu'un de se dire. Parce que moi, dans ma tête, ça ne m'est jamais venu de dire à quelqu'un sa nationalité par rapport à sa couleur de peau. J'ai l'impression que tu es une exception aujourd'hui aussi sur ce terrain-là. J'ai beaucoup voulu à mes parents pendant très longtemps parce que j'avais honte quand j'allais dans la cour de récré et que je disais que j'avais fait des manifestations anti-nucléaires, anti-tout et qu'on démontait des McDo plutôt que d'aller dans des hôtels altermondialistes à la base, qui est quand même aujourd'hui c'est considéré bien de bio, mais ça c'est pas du tout l'image que mes parents pouvaient avoir. C'est plus du Pierre Rabhi, c'est plus du Sankara. Donc je sais pas, ces questions-là, je vous avoue, j'ai beau me les poser, j'arrive même pas à y répondre moi-même. Léa, est-ce que tu comprends quand même l'inquiétude qu'on peut avoir dans ce cadre-là? Inquiétant, excuse-moi du terme, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'on ait toujours besoin de montrer ce qui nous sépare au lieu de montrer ce qui nous rassemble. Je comprends ce que tu dis. Et ce que je trouve inquiétant, c'est qu'on est toujours obligé de dire les blancs de là, les noirs de là. Moi, non, c'est pas ça. Est-ce que, si, sincèrement, je suis... Moi, je te parle de la fascination
parfois oui, mais même... c'est une fascination au terme de couleur de peau. Sur lequel on doit lutter. Ça veut dire qu'on est fasciné par rapport à une couleur de peau. Moi, je pense quand j'entends le discours des gens et quand ils vont parler, quand ils n'ont plus ni Masla ni Soutoureux, qui vont commencer à parler avec moi, clairement, ils ne sont pas forcément amis des Français, contrairement à ce qu'on pourrait en penser. C'est une fascination à Dakar parce qu'il y a un problème d'argent ici. Les valeurs, c'est l'argent à Dakar. Ça, c'est d'achat. C'est plus difficile à porter que le complexe. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est tout ce dont on parle. Et cette fascination, il suffit de sortir un minimum. Moi, je sais que je te le dis, je suis tout le temps dehors. J'ai vu que tu es fasciné par moi depuis le début. C'est pour ça que je t'en là, tu te lances beaucoup de fleurs. Tu te lances beaucoup de fleurs. Si tu savais, non. En tout cas, moi, ce que je trouve, par exemple, ce qui est dommage comme fascination, c'est qu'on nous impose des entraîneurs de football étrangers qui n'ont aucun résultat. Mais tout est lié. Oui, c'est quand même un peu différent. Là, il faudrait que vraiment qu'on mette un haut là-dessus. Vraiment qu'on nous amène des entraîneurs nationaux. Tu sais, le problème, moi, le gros problème que j'ai sur ces questions-là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une hypersensibilité de chacun et qu'on évite de s'écouter. Moi, j'ai profondément écouté ce que Léa a dit et je l'ai compris. Et je le dis, si on avait plus de personnes et qui étaient tournées vers cette affection vis-à-vis de la terre mère, le continent africain n'en serait pas là. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est obligé de se sentir porté. Mais je dis que dans le... Il y a plein de gens qui font d'autres initiatives comme ça. Je ne suis pas un exemple. On parle de moi justement parce que je suis différente et que je vais passer et voilà. Mais il y a plein de gens qui font des choses cachées. C'est juste que ce n'est pas encore suffisant et que de l'autre côté, je comprends, j'analyse. Le peau noire masque blanc de Fanon, malheureusement, existe encore aujourd'hui. Et tout n'est pas responsable. Je ne suis pas responsable. Mais appeler un chat, ce n'est pas non plus... Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait peur... Ce ne sera pas plus facile que si moi, demain, je gagne pour le Sénégal, je puisse enlever ce côté un chat par rapport au blanc. Est-ce que c'est pas plus facile que moi, en tant que blanche, on peut se poser aussi justement à des Sénégalais pour leur dire que justement, ils n'aient pas de honte à avoir. Moi, je dis ça qu'on peut gagner à partir d'ici. Est-ce que c'est pas plus évident si c'est... Parce que si demain, si c'est toi qui le dis... Non, si demain... On va arrêter de parler de... Je fais pas de mathématiques, moi. Non, mais la vie est mathématique. Je suis d'accord, mais... C'est un peu comme quand je suis partie en entraînement la dernière fois et qu'on me dit non, j'ai dit grain. Voilà, et c'est à toi d'y aller maintenant, c'est pas à moi d'y aller, c'est à toi d'aller prendre l'entraînement. Non, mais tu comprends, je dis moi je suis pas invitée, moi, file à deck, moi j'habite ici, je dors ici, je mange ici. Okay. Et tout de suite il a commencé à rigoler et je vous jure qu'on s'est marré et qu'il m'a sorti des trucs alors que ça fait 2 ans et demi que je le connais, il m'a jamais parlé comme ça et là tout de suite ça a cassé quelque chose. Mais est-ce que c'est pas plus facile si c'est quelqu'un que moi qui puisse justement leur parler des gens comme moi pour pouvoir qu'ils aient un autre regard et croire en eux? En tout cas, j'entends ce que tu dis, je terminerai juste dessus si Paraline me permet, j'entends parfaitement ce que tu dis et moi l'inquiétude qui persiste quand même, mais j'espère qu'elle disparaîtra avec les événements du temps, c'est que les nôtres comprennent que personne d'autre qu'eux-mêmes aussi ne seront amenés quelque part à leur permettre de se réaliser en tant qu'individu et se réaliser en tant qu'Africain aussi. On a besoin de tout le monde. L'Afrique n'est pas une couleur de peau, ça je le précise. Dans le Nord, il y a des Maghrébins. En Afrique du Sud, même si ce n'est pas forcément les mêmes références, mais il y a aussi des Blancs qui sont africains. Et il y a des Noirs. Mais je sais qu'il y a une problématique noire qui, moi, c'est ma spécialité. La problématique noire fait qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, nègres aujourd'hui qui vivent encore aux 4 coins du monde dans ce complexe d'infériorité. Et j'espère que des personnes comme toi... C'est pas un problème, c'est pas une problématique. Juste que je termine, comme je t'ai écouté, que toi, comme moi, comme d'autres, on puisse tout faire pour détruire ce complexe que beaucoup des nôtres ont. Parce que la vie, c'est pas vivre simplement pour soi, c'est aussi faire en sorte que les autres brisent les chaînes qu'ils ont dans leur tête. Et ça, on a besoin de réfléchir profondément dessus et de ne pas balayer ça d'un revers de main parce qu'aux 4 coins du monde, il y en a encore qui vivent dans ce paradigme-là. C'est juste ce que je voulais dire dessus. Juste pour terminer, donc ton association, quels sont vos projets actuellement? Le credo, c'était un peu 5 dojos au Sénégal. Vous avez un projet d'installer 5 dojos pour les jeunes? Mais là, on en a déjà installé un. On attend un conteneur. Je suis en train de travailler sur la défiscalisation du conteneur. Donc le conteneur attend en France, il est déjà prêt. Mais on partira... Bon, il faut payer la douane. Je ne payerai pas la douane, ça je vous le dis tout de suite. Donc j'attends justement les papiers qui sont faits par la Fédération sénégalaise et par le ministère des Sports pour pouvoir envoyer le conteneur. Parce que pour savoir, moi je travaille depuis 2 ans sans être payé, donc je ne me considère pas ONG. Je fais faire des abdos fessiers à des vieilles pour avoir de l'argent, excusez-moi si vous me regardez.
Mais voilà, j'ai un autre credo pour manger, je veux dire, et c'est vraiment, on a mis ça sous forme association pour pas que ce soit justement sous mon nom, et c'est parce qu'il y a plein d'autres gens autour de moi qui sont en train de faire des choses, que ce soit en France, que ce soit au Sénégal, que ce soit à Ndioum, à Saint-Louis. Et là, on fait un stage le 7 et le 8 février avec 80 enfants entre 9 et 12 ans. Donc voilà, sur 2 jours, on les prend en charge à Saint-Louis. Ouais, voilà, sur Saint-Louis. Et après, on doit monter 4 dojos à déterminer avec la fédération où seront montés les dojos. Je fais les choses dingue et dingue, on verra. Donc on vous souhaite d'avoir tout le succès que vous méritez, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine sportif aussi de la compétition, parce que je pense que vous avez les championnats du Sénégal à venir aussi que vous préparez. Ouais, bah maintenant, pour tout vous dire, j'ai le championnat du Sénégal, mais surtout les championnats d'Afrique que j'aimerais faire. Ça fait 3 ans que je m'entraîne, donc je le dis. Ça dépend pas de vous là. Si en 2016 j'ai pas de nationalité, moi j'arrête de faire du haut niveau, parce que faire du haut niveau pour faire 3 tournois dans l'année, sincèrement, pour tous les efforts que ça demande, ça m'intéresse pas. Et c'est vexant. Ça a été très dur pour moi de voir l'équipe sénégalaise partir, surtout que je les ai entraînés, qu'on est ensemble, qu'on est tout le temps ensemble, et de devoir rester juste pour un système de papier, c'est là où on se sent différent, alors que je pense pas l'avoir été pendant tout le cours et toute la préparation, et je pense pas avoir des avantages plus que d'autres, que ceux qui sont ici, quoi. Donc j'espère partir en avril. Si Macky Sall me regarde, pourquoi pas avoir une audience. Et c'est vrai que quand tu regardes l'émission de et que là j'ai fait 3 dossiers pour la naturalisation, et que je trouve ça parce qu'on parle de mon dossier, mais il y a tellement de gens qui aiment faire des choses pour ce pays et qui peuvent pas parce qu'ils sont bloqués à cause des papiers. Si tu savais le nombre, je me permets, le nombre de personnes qui font des choses ici et qui n'y arrivent pas et qui font demi-tour, même des propres Sénégalais qui sont nés ici, qui en ont marre et qui partent tout simplement parce qu'on les embête sur les papiers et qui sont bloqués. Moi j'ai un conteneur, il est bloqué depuis décembre, tout est fait, j'ai donné tous les papiers, j'attends de faire les papiers de défiscalisation, et ça va être à moi par A plus B, alors qu'on construit 5 dojos, qu'on met en place pour 2 personnes, de devoir faire des démarches encore, et on n'est même pas sûr d'arriver au port que mon conteneur il sorte. Vous trouvez ça normal de se poser ces questions-là aujourd'hui? Donc nous souhaitons tout le succès, comme j'ai dit, vraiment on a été heureux de vous accueillir sur ce plateau. Ouais, vous allez rester avec nous pour terminer cette émission en paix avec Diamak Salam, l'album de Jean-Pierre Senghor-Émilie. Vous êtes arrangeur, vous êtes compositeur, claviste, vous êtes producteur. Ça me rappelle un peu l'album d'Henri Guillabert, qui avait fait peut-être quelque chose un peu comme ça. Qui est un grand frère. Voilà, D'ailleurs, pour la petite histoire, Henri Guillabert, mon premier piano électrique, c'est lui qui me l'a vendu. Ouais. Il y a assez longtemps. Donc c'est un peu le même esprit. Vous avez fait un très bel album, très éclectique, avec un peu beaucoup de sonorités différentes. Vous avez fait des featuring avec plusieurs chanteurs. Ça va de Ahmed Mal à des rappeurs comme Nix. Vous l'avez fait en combien d'années cet album? C'est quand même 3 ans de dur labeur. Pas en continu, hein, parce qu'il fallait faire d'autres choses. Il faut faire d'autres choses pour gagner de l'argent, pour vivre, quand on est dans la production musicale au Sénégal. Mais ce que je veux dire, en fait, beaucoup de gens ont tendance à appeler cet album une compilation. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez référence quand vous parlez du produit de Henri. Non, parce que même le produit d'Henri, c'est pas une compilation. Exactement. Je veux dire, en général, c'est vous qui faites toutes les compos et qui amenez des gens pour chanter. Quincy Jones le fait. Exactement. Le guitariste brésilien aussi qui le fait. Mexicain, je veux dire, Carlos Santana qui le fait. Donc c'est quand vous chantez pas, vous amenez des chants c'est très rare de voir un non-chanteur lancer un disque au Sénégal. Exactement, c'est vrai, c'est rare. On l'a vu avec Henri. Je crois que c'est peut-être un des problèmes de la musique sénégalaise. Exactement. Parce que comme on n'a que de l'autoproduction, et c'est souvent les chanteurs, puisque c'est la voix plus facilement. La voix qui dirige, on les appelle lead vocal. Donc. Et qui s'autoproduisent, alors qu'ils ne sont pas forcément les gens les plus indiqués pour mener à bien toute une entreprise comme la production musicale. Parce vous avez tellement raison que quand on voit à la télé la chanson de Souleymane Faye,
Djeleti, on met Souleymane Faye alors qu'on ne devrait pas mettre Souleymane Faye, on devrait mettre Henri Guiabert. Parce que c'est le morceau d'Henri Guiabert et c'est son album. Et lui, il est venu chanter, il a chanté dessus. Et à la longue, il y a un ami qui me disait, avec Internet et YouTube, à la longue, on ne connaîtra que l'interprète. C'est vrai. Parce qu'après, c'est par les clips qu'on connaît les morceaux. Et donc, c'est que l'interprète, quoi. On perd les crédits et tout ça. Tout à fait. Mais pour revenir à Jamak Salam, donc c'est une rencontre de plusieurs musiciens, une rencontre de styles musicaux aussi. Je suis allé jusqu'aux dernières conséquences, disons, de rencontres, de générations de musiciens et de styles musicaux. Et je les fais aussi se rencontrer, ces musiciens-là. Par exemple, des rappeurs, un rappeur comme Mix, sur un titre avec Ahmed Mal, qui n'est pas très évident. Et un groupe comme les Frères Guisset, qui sont plus dans le registre acoustique, avec des gros arrangements derrière, un peu en afro-jazz. Et Ndiaya Ndiaya, c'est un mélange, elle est déjà elle-même un mélange de plusieurs styles. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on s'est connus, je lui ai dit, comment tu définis ta musique? Elle m'a dit, bon, bien sûr, elle a commencé dans le rap, elle est très influencée par le R&B. Elle me dit, ma plus grande influence, c'est Yann École de scène. Et ça m'a mal dit, ok, comment on y va faire? Est-ce que vous avez eu à travailler beaucoup à l'étranger? Est-ce que votre inspiration, c'est ici, c'est le Sénégal, ou bien vous avez été fortement influencé par les musiciens étrangers? 25 ans au Brésil, c'est quand même... c'est pas... Donc, j'imagine le mien. Elle te vieillit, là. Mais je suis allé très jeune au Brésil. Non, en fait, je faisais déjà de la musique quand je suis allé au Brésil. Je viens de dire que j'ai acheté le piano à l'époque, c'était le khalam. Et je suis allé au Brésil pour faire des études d'architecture. Et bien sûr, j'avais choisi le Brésil parce qu'aussi j'étais déjà assez fan de la bossa nova. Je connaissais Tom Jobim, Gilberto Gil, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Et j'en ai profité, parce qu'ils ont le système de crédit un peu comme aux États-Unis. Donc pendant mon cours d'architecture, j'ai pu faire aussi des crédits à l'école de musique qui était à côté. Donc j'ai fait arrangement, harmonie et arrangement. Donc je crois que... Ensuite, c'est un pays... C'est le pays métissé par excellence. Par excellence, le pays métissé. Et en tout cas, au niveau de la musique, ils ont réussi à faire ce métissage-là. Le Brésil a plein de problèmes, mais musicalement, toutes les ethnies, tous les composants de la société brésilienne sont là, quoi. C'est-à-dire, il y a la percussion qui vient d'Afrique, le chant, il y a les harmonies européennes, américaines. Ils ont vraiment réussi ce mix-là. Peut-être que le problème, c'est la langue. C'est pourquoi c'est une musique qui s'exporte un peu moins. Mais ils sont reconnus comme le pays le plus musical au monde. C'est-à-dire, sur 10 Brésiliens, il y en a au moins 7 qui jouent un instrument. Et très bien, quoi. Très bien. Ensuite, ce qui m'a fait rester beaucoup plus, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle véritablement une industrie musicale. Ce qui manque ici. Et voilà, parce que ça commence d'abord par les 200 millions de Brésiliens qui sont là et qui aiment la musique. Ensuite, il y a toutes les maisons de disques qui sont représentées. Et moi, j'ai vécu cette expérience-là. J'ai travaillé avec toutes les maisons de disques là-bas, ou comme claviériste juste, ou comme arrangeur, compositeur. Et au bout de 25 ans, on se dit quand même, voilà, il y a quelque chose à faire au Sénégal. Voilà, très modestement, je crois que j'ai toute une expérience, une expertise à apporter et mettre ma brique. Parce qu'aussi, les 15 dernières années, je suis revenu tous les ans au Sénégal. Donc, avant de passer la parole rapidement à mes camarades, on va un peu voir ce que vous faites. On a des images de quelques-uns de vos morceaux. Avec Cécile qui va nous passer ses clips. Cécile, dès que c'est prêt. Le véritable ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. On veut tous sauver l'Afrique, mais sauvons d'abord l'Africain. Africa, 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 Nanulen,
Inda wapu ya lubuka Umogo na moko tasimana Afrika yeto ya zanguka Baba mateke mama fa Mana mayingana Ni mama buka Je vais passer la parole à Sassou, moi. Alors, du coup... qui est notre spécialiste musique. Je ne suis pas la spécialiste musique. La première question, du coup, c'est d'où vient cette envie de construire? Parce que vous dites que vous avez fait architecture et la production, c'est la construction de la musique, quelque part. Donc, d'où vous est venue cette envie de construire? Et que se passe-t-il, du coup, quand on vient au Sénégal et que finalement, sur ces deux plans-là, on ait beaucoup de soucis, c'est-à-dire l'architecture, parce qu'il n'y a pas vraiment d'école d'architecture, et la construction de la musique, parce qu'il n'y a pas de conservatoire. Donc les lieux où on apprendrait à construire les choses et à les finaliser, à vraiment apprendre ces métiers-là. Et qu'est-ce que... Je crois que d'abord, j'ai eu la chance de commencer très tôt. À 6 ans, on m'a fait faire du violon. Et après, moi, j'ai choisi le piano. La musique, ça a vraiment été une découverte, une passion. Moi, je savais depuis très jeune, je savais que c'était ce que je voulais. Et bien sûr, à cette époque-là, les parents ne vous laissent pas faire ce que vous voulez. Exactement. Et je les comprends parce qu'il n'y avait pas une référence. Il n'y avait pas un Youssou N'Dour, une référence, un musicien, c'était à la limite marginal, quoi. Et donc, ils n'ont pas été aussi trop, ils m'ont dit juste, on veut juste un diplôme universitaire. Vous l'avez fait, ouais, j'ai le diplôme. Ouais. L'architecte, c'est pas n'importe quel diplôme quand même, c'est un niveau ingénieur. Ouais. Mais j'ai toujours été bon en maths et puis j'aimais dessiner. Et ça a été d'ailleurs mon père qui m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas faire architecture? Et donc, après vous disiez, Donc il n'y a pas de conservatoire. En gros, pour construire au Sénégal, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas d'école d'architecture et il n'y a pas de conservatoire. Dans les deux métiers que vous avez choisis finalement, je trouve qu'il y a un manque, parce qu'on a des architectes, enfin, on en a quelques-uns, mais on n'a pas de lieu où former les architectes. On a beaucoup de musiciens, mais on n'a pas de conservatoire. Et je trouve ça très étrange qu'il n'y ait pas cette démarche de créer ces lieux. Comme créerait des sportifs, des centres sportifs. Pourquoi les musiciens? On en a, c'est ce que j'allais dire. On a eu ça n'est plus là. On les a laissés mourir. Pourquoi on les laisse mourir? Et en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est peut-être à cause de ça que je suis resté aussi longtemps au Brésil. Parce que je sais que pour exercer ma passion, mon métier, il n'y avait pas toutes les conditions au Sénégal. Il n'y avait vraiment pas. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Et ça a marché, donc je suis resté quand même un bon moment, jusqu'au moment où j'ai senti que je peux apporter quelque chose. Parce que la musique aussi, il y a plusieurs métiers autour de la musique. C'est pour que quand vous citiez tous les métiers, c'est pas que c'est-à-dire, on commence pianiste et puis après, voilà, on passe au clavier parce que c'est plus léger, parce que c'est plus commode, parce que sur le clavier on peut composer, parce qu'il y a les sampleurs, il y a les séquenceurs. Après, on commence à jouer dans des groupes, on voit que avec les possibilités du clavier, on peut être l'arrangeur. Et après, on commence à comprendre les technologies de studio, on s'intéresse, on devient producteur aussi. Et c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. C'est pas qu'on étudie ou bien on veut faire tout en même temps. Et je crois que c'est un des grands problèmes donc, de la musique sénégalaise, c'est la formation. Oui. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et elle existe à un moment. Et moi, c'est ce que je dénonce. Il faut vraiment qu'on pense vraiment à la formation. Mais ce n'est pas le seul problème aussi. Après, il faut qu'on structure aussi. Il y a une prise de conscience. D'abord, valoriser, quoi. Et ça commence par nous-mêmes les artistes, se valoriser. Ensuite, que les autorités comprennent que la musique aussi, c'est une industrie. Et qui génère de la richesse. Je crois que, si je ne me trompe, c'est la 3e industrie mondiale. Seulement après le pétrole et les armes, je crois. Et en France, on me dit que l'industrie culturelle a rapporté plus d'argent cette année que l'industrie de l'automobile. L'Angleterre, c'est un exemple patent. Rien qu'avec des artistes qu'ils ont, ils parviennent à avoir une balance commerciale qui est excédentaire avec les Paul McCartney, les Phil Collins. On en fait tous des sœurs pour qu'ils investissent dans le pays. Parce que sinon, si vous n'êtes pas de la noblesse, vous ne pouvez pas acheter des biens. Non, mais c'est vrai. Moi, je ne comprenais pas pourquoi les Paul McCartney, les Beatles, Elton John, ils étaient tous des sœurs. Mais c'est pour les faire investir dans le pays. Ousmane? Je crois que j'ai bien aimé, surtout sur Youssou N'Dour, parce que je connais, pas personnellement, mais j'écoute ces cérémonies d'Angal et tout ça.
Et Feu, c'est un que c'est... Ouais, bien sûr. Mon oncle aussi, il faisait la même chose. Feu Landiamé, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Landiamé, vous connaissez? Moi, je suis sérieux de Djilor. Ah, Djilor, Simal. Moi, j'habite à Simal. Ouais. Tu vois. Et mon frère, il est à Djilor Gorgui Diamé, donc c'est la même chose. Okay. Donc tout ça, les chansons-là, je connais bien parce que c'est mon univers d'enfance, c'est ma localité. Le truc qu'il dit sur Lamine Senghor, son école et tout ça, c'est vrai. Donc c'est des choses qui me touchent. Mais moi, je ne dirais pas la question fondamentale parce qu'Aline va me taquiner. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, comment vous faites pour concocter différents univers musicaux et tout ça? Parce que c'est des... Pour Sundiol, il est issu d'un univers musical différent, d'autres sont issus d'autres ne sont pas confirmés. Comment vous faites pour abattre ce travail-là, concocter tout ça? Mais c'était le défi de ce CD, c'était le défi que je m'étais donné. Ah, okay. C'est un peu ma formation au Brésil, parce qu'au Brésil, pour être musicien de musique, il faut vraiment être très éclectique, sinon j'ai quand même vécu pendant 20 ans uniquement et exclusivement de musique, en jouant avec plusieurs artistes dans plusieurs styles. Et je crois que ça m'a donné cette aptitude. Et je me rappelle que quand je quittais le Brésil, à l'époque c'était MySpace, c'était même pas encore Facebook. On connaît. C'est là, il n'y avait pas Facebook encore. Et je me rappelle que j'ai dit voilà, je rentre et maintenant je vais faire un disque qui regroupe toutes les influences. Arrivé au Sénégal, bien sûr, la démarche tout à fait normale, c'était de faire un état de lieu, voir ce qui se passe, aller voir un peu tous les artistes, au-delà du mainstream, au-delà du rythme prédominant, disons. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Sénégal et on ne met pas cette lumière là-dessus. Il y a des artistes extraordinaires dans d'autres expressions. Donc, les 2 premières années, c'était vraiment ça. J'allais à Djilor, Oussougnol, c'était pendant un guel qu'on a rencontré, le 15 août. Okay, super. Mais c'était... juste parce qu'il a, c'est lui qui a posé la question. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Ah non, pas du tout. Tout à l'heure, je parlais pas, il me disait que tu es le roi. Donc, il y a plein d'Alpoula, il y a aussi Ahmed Mal, il y a... En plus, lui, il parle aussi bien Alpoula que Sérère. Exactement. Donc, Ali, tu permets que je lui pose une question en Sérère? Ben, si tu veux. Hein. Oui, donc... Mais n'est-ce que Sérère. C'est pas une manière de faire la promotion de la langue sérère. Mais c'est en mettant Oussougnol dans le disque, justement. De travailler avec Oussougnol. D'ailleurs, j'ai fait un album entier avec Oussougnol. Non, entre 25 ans au Brésil. Et puis je suis né à Dakar, même si mes grands-parents sont de on a été éduqués vraiment entre français et Wolof. On n'est pas l'au-delà. Mais c'est une frustration. C'est un défi. C'est une frustration. Il faut y aller là-bas. Parce que ma petite fille, elle parle aussi bien Peul que Sérère. Donc c'est un défi que tu dois faire aussi. J'ai un cousin qui est là-bas. Elle m'a dit, pourtant je lui ai dit ça. Un grand intellectuel me disait que le défi de la langue sérère, c'est que les Sérères ne parlent plus la langue et elle aura tendance à disparaître. Il faut qu'on la parle. Djangi Sérère, Nanim, quoi, tu comprends? Kémy Seba, lui, il va nous parler militaire. On va parler de Sérère, sinon ça va disparaître. Bonsoir mon cher frère. Bonsoir. Je ne vais pas être rébarbatif par rapport aux remarques de ceux qui m'ont précédé. Sur le fond, juste passer un petit coucou à travers ton album, un frère qui est un ami que j'apprécie beaucoup, Freddy Massamba, qui est vraiment une crème et qui, sur le terrain musical, est extrêmement brillant. Nix aussi, qui est tout aussi cher que les featuring que tu as fait, au-delà de ton talent personnel. Le plus grand des talents, c'est de savoir être capable parfois aussi de connecter le sien avec ceux des autres et que de ce partage-là puisse jaillir quelque chose qui bénéficie à la collectivité. Donc l'album se laisse écouter. Le titre « L'ennemi de l'Afrique » évidemment me parle un peu plus, mais et quand on dit l'ennemi de l'Afrique, c'est aussi nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et c'est pour ça que je dis que, et ça rejoint sur ce dont on parlait tout à l'heure avec Léa, il faut véritablement qu'on soit tous aujourd'hui, désolé de toujours faire des détours pour revenir à la politique, mais c'est parce que je vois cette urgence-là. Et tu es quelqu'un d'engagé dans la démarche qui est la tienne aussi. Exactement. Il est nécessaire que nous autres, et ton album nous pousse à ça aussi, qu'on soit dans cette démarche d'introspection. Beaucoup. Qu'on s'analyse, qu'on soit capable de ne pas avoir peur de dire ce qui va, ce qui ne va pas,
dans notre façon de fonctionner, que ce soit dans le domaine artistique qui est le tien, mais dans le domaine global, pour nous tous, autour de ce plateau. Je pense que c'est nécessaire, parce que toujours pointer du doigt les autres, mais ne pas se pointer du doigt soi-même, c'est compliqué. Juste une question que je te pose aussi, je rebondis dessus. Tu as vécu 25 ans au Brésil. On sait, très peu de gens savent que le Brésil est le pays en dehors de l'Afrique où il y a le plus de nègres, excuse-moi, de négros dans ce monde-là. Tu vois, voilà. Et il y a un mythe autour du Brésil qui est souvent répandu, qui est que, tu sais, c'est le pays du métissage, la démocratie raciale, etc. Alors que ceux qui ont étudié un minimum, qui ont suivi surtout les movimiento negro, je ne le dis peut-être pas avec le bon accent, tu pourras me l'apprendre, savent que les populations africaines là-bas, si elles sont tolérées dans la musique, sont beaucoup moins tolérées sur le terrain social dans la vie de tous les jours. Et dans le football, voilà, et dans le football, et bien sûr. Mais c'est, voilà. Mais quel est l'état des lieux véritablement au Brésil? Tu as vécu 25 ans, donc tu es quand même, entre guillemets, un spécialiste de ça. Voilà, tu peux en parler. Qu'est-ce qu'il en est véritablement de la situation des afro-descendants là-bas? Je crois qu'il ne faut pas se cacher là. Dans ces temps-ci, je fréquente beaucoup les gens de l'ambassade du Brésil. C'est un sérieux problème. C'est pourquoi quand j'ai parlé de musique, j'ai dit en tout cas en musique. Ce métissage existe. En musique et en sport. Et là, j'ai beaucoup de copains qui ont écrit des belles paroles de musique à partir de ça, quoi, en dehors du sport et de la musique. Je crois que le premier grand problème, c'était d'abord de reconnaître qu'il y avait du racisme au Brésil. Oui. Parce qu'on nous parle de démocratie raciale, c'est de l'hypocrisie raciale en réalité. Voilà, un tabou exactement. Et donc pour que le noir brésilien prenne conscience de sa situation, c'était plus difficile parce que officiellement il n'y avait pas de racisme. Le Brésil se vantait d'être le pays le plus... Voilà. Et à ce moment-là, on parlait de certains musiciens, on parlait de Pelé, de... On l'a vu lors de la Coupe du Monde, le paradoxe, c'est que dans tous les stades étaient peuplés de blancs. C'était paradoxal. Voilà. Moi, j'ai fait mes études dans une université, il y avait 15 000 étudiants. Sur les 15 000 étudiants, il n'y avait pas 15 nègres. Tu te rends compte? Mais tu vois, le problème... Dans les années 80, bien sûr. Bah oui, ça peut-être un petit peu, parce qu'il y a eu un programme de discrimination aussi positive qui a été mis, mais aujourd'hui, il y a quand même, voilà, les choses évoluent. Depuis Lula, avec le parti Trabalhador, le travailliste, où il y a eu des ministres noirs. Bon, il y a eu, surtout, en dehors de Gilberto Gil, il y a eu beaucoup d'autres ministres noirs. Ah si, au sport, il y en a eu. Je ne me rappelle plus les noms maintenant. Aux affaires sociales. Il en a eu 3 ou 4. Juste pour terminer un peu cette émission, parce que je pense qu'on a largement débordé. Quelles sont vos dates? Est-ce que vous avez, on espère que vous avez au moins... Là justement, on est sur... parce que c'est littéralement de l'autoproduction. On est sur fonds propres. Et donc on est sur la phase promotion. Merci pour l'invitation. Et c'est vraiment et sans démagogie, c'est une émission que quand j'ai la possibilité, je ne perds pas. Je crois que c'est une émission qui élève les niveaux. Merci, c'est gentil. Et donc on va faire la promo et après on va aller chercher des partenaires, des sponsors parce que la scène c'est plus lourd. Et je veux vraiment faire quelque chose de très beau. On veut faire de la qualité. Oui. Son et lumière. Monter un spectacle son et lumière et qui va faire le tour du Sénégal, pas pour aller au Grand Théâtre. Faire le son et lumière et le faire un peu partout au Sénégal, le même spectacle, un peu partout au Sénégal, en Afrique et dans le monde entier, parce que c'est l'ambition. Nous vous souhaitons vraiment de réussir tout ce que vous allez entreprendre, parce que c'est vrai qu'on a besoin de talents comme vous et que vous soyez beaucoup plus connus. Je pense que tout le mérite en reviendra aux Sénégalais et à la culture sénégalaise. Nous avons vraiment été très heureux de vous avoir sur ce plateau. On peut l'avoir partout, votre album, Diamak Salam. En physiquement, on peut l'avoir à l'Institut français. Et ensuite, il y a le téléphone. Pourquoi c'est l'Institut français qui fait le... Ensuite, au 77 559 71 50. Voilà, mais justement, on se bat pour ça, pour vraiment mettre en place, structurer le marché. Il y a pas... au niveau de la distribution, promotion, distribution, c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, produire, ça coûte beaucoup moins cher.
Mais encore faut-il les compétences. Comme, il y en a beaucoup qui s'improvisent, producteurs, arrangeurs, et qui ne jouent pas d'instruments. Voilà. Moi, ce qui m'étonne au Sénégal, c'est qu'il y a des musiciens, même deuxième, troisième génération, qui se disent musiciens, qui ne jouent pas un instrument. C'est ça que je me... C'est assez compliqué. C'est compliqué. Donc ça nous fait que, voilà, si on a le talent, même si on est né avec le talent aussi, c'est hérité, si ça se travaille. L'école, en plus, la technicité, le côté théorique, c'est un plus. Quoi. Tout à fait. Nous avons été très heureux. 77, 559, 71, 50, et puis même, voilà, à domicile, quoi. D'accord. Voilà. Merci d'être passé sur ce plateau. Jamak Salam qu'on recommande à tout le monde. Merci Léa d'être passé sur ce plateau. On vous souhaite bonne chance avec votre association. Nous remercions nos chroniqueurs Sassoum, Nia. Non, j'oublie pas. Je pense à plein de choses en même temps. Sassoum, directrice de Kaimou.sn, le professeur Ousmane Sarr, docteur en philosophie, le panafricaniste, essayiste, aujourd'hui, qui n'a pas fait sa chronique aujourd'hui, mais qui va la faire la semaine prochaine en force, et aussi à Convergence FM. Voilà, pour retrouver le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche à Convergence FM dans la radio panafricaine. Voilà, donc nous remercions aussi le public de l'École supérieure de technologie et de management de Dakar, avec leur très belle tenue. Nous remercions tous les techniciens de la DSTV vraiment qui nous accompagnent toujours avec autant de talent et de ferveur. Nous remercions tous les téléspectateurs qui nous suivent tous les vendredis aussi tard à vendredi prochain, Inch'Allah.